Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle semaine. Si vous regardez le podcast pour la première fois, sachez que c'est un podcast de passionnés de crochet dans lequel je reçois toutes les semaines un ou une invitée des arts du fil et notamment du crochet en premier lieu qui nous présente son univers, sa façon de créer et qui répond à toutes mes questions. Si vous souhaitez que je reçoive quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer son nom. Je note tout, j'envoie mes invitations. Quand malheureusement vous ne voyez pas la personne dont vous m'avez parlé passer dans le podcast, c'est qu'elle n'a pas le temps de participer. Mais je finis par la voir à l'usure parce que je relance toujours un petit peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai une super nouvelle pour vous. Vous le savez déjà si vous me suivez sur les réseaux, j'ai l'opportunité de collaborer avec la marque Mood qui propose des accessoires en cuir haut de gamme pour les passionnés de crochet. Et ensemble, on a décidé de vous gâter avec un très gros concours. Avant tout, si vous ne connaissez pas cette marque et que vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 35 où je reçois Sarah qui est la designer de la marque Mood. Donc c'est un épisode très intéressant où elle vous révèle les coulisses de cette marque qui est vraiment emblématique dans le monde du crochet, du tricot. Les accessoires qu'ils proposent sont vraiment géniaux. Alors, à gagner avec ce concours, c'est le Effie Case qui est en cuir et qui est d'une valeur de 136 euros. Donc, c'est quand même un gros cadeau qu'on vous fait là. Et pour rendre ce concours encore plus fun, sachez que j'ajouterai dans cette boule en verre qui a déjà commencé à se remplir grâce au réseau, le nom de chaque participant. Alors voilà comment ça fonctionne. Pour participer, je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram qui est donc Le Crochet Aurélie. Vous likez la publication du concours, vous vous abonnez à mon compte, plus au compte de Mood, qui est le compte Mood Living. Je vous mets tout bien sûr sur la vidéo pour que vous ne soyez pas perdus. Vous taguez une personne, c'est-à-dire que vous proposez à une personne de participer dans votre commentaire, vous mettez l'arrobase et le nom de la personne ensuite pour qu'elle puisse avoir vent de ce concours et tenter ses chances également. Vous pouvez également partager en story, mais cela n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir si vous souhaitez que la communauté autour de vous soit au courant ou pas. Donc si vous faites tout ça, j'écris votre nom sur un petit papier et ce petit papier, je le glisse dans la boule en verre. Je mets en plus un bonus spécial pour vous qui écoutez ce podcast et qui êtes fidèles à mes vidéos. Il vous suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo pour que je rajoute votre nom dans la boule. Donc vous, bien sûr, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne, mais en plus, vous commentez cette vidéo. Si vous avez déjà participé sur Instagram, vous commentez et vous avez votre nom une deuxième fois dans la boule. Donc ça vous donne une seconde chance d'être tiré au sort. Ce concours est en place jusqu'au mardi 4 mars 2025 à minuit. Dans l'épisode du dimanche 9 mars, je ferai le tirage au sort et je révélerai le nom du ou de la gagnante de ce super étui hyper pratique où vous pourrez ranger vos crochets, votre paire de ciseaux, vos aiguilles à laine. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez vous mettre au travail et créer, vous n'aurez qu'à avoir à côté votre pelote et tout le matériel peut être rangé dedans. C'est très bien conçu pour accueillir tout ce qu'il vous faut pour créer. Donc voilà pour la grosse information, je vous souhaite bonne chance et j'espère de tout cœur que vous pourrez gagner ce super étui qui est un beau cadeau. Je remercie énormément la marque Mood et notamment Sarah grâce à qui ce concours a lieu. Donc on peut le dire, c'est Noël après Noël. Là, c'est vraiment un cadeau très sympa. Ça peut vous faire vraiment bien plaisir de recevoir cet étui à la maison. Passons à la suite. Notre invité du jour, c'est Doriane de Maison Septembre. Donc, on va aller voir du côté des créations qui sont faites avec Célène. Pour cette semaine, nous n'avons pas de Débo Créa qui est en train de nous préparer plusieurs vidéos bien intéressantes et bien sympas. Donc, on la retrouvera la semaine prochaine. C'est parti pour vos créations. Alors comme pour Stéphanie d'une maille à la fois, pour l'épisode numéro 39, on a affaire là à pas mal de tricoteuses qui utilisent les laines de Maison Septembre. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même vous partager aussi les créations des tricoteuses puisque elles sont toujours très très jolies. On commence donc avec Tricot Malice
qui a posté cette photo en période d'Halloween et qui est en train de réaliser des chaussettes en jacquard avec la laine de Maison Septembre. Les motifs sont très jolis et ça rend déjà super bien. Christelle, D29, a réalisé ce châle avec toujours pareil le fil de Maison Septembre qui semble vraiment doux et soyeux. Alors chez moi, quand on a un fil comme ça, quand on a cette matière, on appelle ça de la mouf-mouf. Vous voyez ce que ça veut dire quand on peut vraiment se sentir tout en douceur dans un type de tissu. Donc là, c'est vraiment ça, du tissu mouf-mouf avec un châle qui doit être doux comme tout. On continue avec Mademoiselle Petroni qui est en train de réaliser un pull qui est vraiment très très joli, toujours avec le fil de Maison Septembre et qui à mon avis doit rendre super bien une fois terminé. Atelier Émilie a réalisé un pull que j'ai envie de dire plutôt simple de premier abord, mais il est vraiment super beau. Toujours avec ce fil de Maison Septembre et il est très réussi. Ça fait pull, j'ai envie de dire, de professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. On dirait les pulls qu'on retrouve dans les boutiques un peu sympas. Donc ça, c'est un joli travail également. Et on termine avec celui de Massimile. J'espère que je le dis bien. En plus, c'est une Toulousaine. C'est là où j'ai grandi, donc c'est une ville que j'aime beaucoup. Ce pull est absolument magnifique. Enfin, c'est plutôt un gilet. C'est un gilet qui est très très beau avec cette collerette qui donne un côté très féminin. Le fil est vraiment très très sympa et donc vient toujours, pareil, de Maison Septembre. Voilà pour les petites créations à partager qui sont bien agréables à découvrir. Et on va recevoir notre invité tout de suite parce que l'interview est un peu plus longue que d'habitude. En effet, notre invité est une vraie passionnée qui, vous le verrez, va vous en apprendre énormément sur la teinture de la laine, même si on commence à en savoir déjà un petit peu grâce à nos invités précédentes comme Une Maille à la fois ou Babaoul. Donc, continuons à nous informer sur la façon dont sont créées nos pelotes. Bonjour Doriane et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de t'accueillir et de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer Maison Septembre? Bonjour, bonjour Aurélie. Alors Maison Septembre est née d'un cheminement de plusieurs années finalement qui m'a permis de créer à la fois le studio de teinture avec les formations, les stages et puis aussi la marque de fil à tricoter avec des fils naturels, non traités et surtout teint avec des plantes. Voilà, donc le fil rouge, c'est vraiment la teinture végétale. Et la teinture végétale en elle-même, j'y suis arrivée petit à petit. J'en ai toujours fait un petit peu enfant, comme beaucoup d'enfants parmi nous, enfin d'anciens enfants. Un peu les tambouilles avec, on mélange de la boue, de l'herbe, des déchets végétaux, des choses qu'on peut trouver ou même des déchets de cuisine. Et puis on voit un peu ce que ça donne au niveau de la couleur, au niveau de la texture et puis voilà, donc ces expériences un peu empiriques, qu'on fait, quand on est enfant. Et puis bien sûr en grandissant, j'ai un peu arrêté cette manière-là de fonctionner, mais par contre j'ai continué à m'intéresser à la couleur. Alors pas de manière, scolaire, c'est-à-dire que j'ai pas du tout fait des études dans le domaine, artistique ou de la couleur ou design. Moi j'ai fait des études de droit et de littérature. Et par contre, une fois que ça faisait une dizaine d'années que je travaillais, on vivait à Paris à l'époque et on a fait le choix de quitter Paris parce que moi, la vie parisienne m'avait beaucoup plu. Et puis à un moment donné, elle m'a plus du tout, notamment à partir du moment où j'ai eu enfin, on a eu notre première fille en 2014. Donc on a dû quitter Paris en 2017. Voilà, le temps de trouver une manière d'organiser les choses pour pouvoir déménager au niveau du travail, du logement, toutes ces choses-là. Et donc on est arrivé en Anjou, pas très loin d'Angers, en Maine-et-Loire, par hasard, complètement par hasard. C'était le jeu des mutations professionnelles de mon épouse. Et donc on s'est retrouvé dans une région qu'on connaissait pas, dans laquelle on n'avait pas d'attache quand on est arrivé en 2017. Et on s'y est installé. Moi, j'ai eu notre deuxième fille à ce moment-là. Et puis ça nous a permis de créer des liens par la scolarisation des enfants, enfin plein de choses. Et moi, surtout, j'ai découvert un environnement, une nature hyper préservée et protégée, avec des arrêtés de biotope, enfin des niveaux de protection de l'environnement assez élevés, grâce à la proximité de notre village avec notamment la Loire, qui est un fleuve sauvage, qui est un fleuve
très, très riche au niveau de la biodiversité, que ce soit faune et flore et voilà. Donc ça, moi, ça a été vraiment une découverte de vivre, au quotidien dans une nature, très luxuriante. Quand je regardais les plantes, je voyais qu'elles étaient très variées, certaines que je connaissais, d'autres moins ou pas. Donc je me suis un petit peu reformée côté botanique, à suivre des petites formations avec des bouquins d'identification. Moi, j'avais une base en termes de botanique parce que j'avais des grands-parents qui étaient paysans et donc j'ai passé beaucoup de mes vacances dans la nature et je connaissais beaucoup de plantes grâce à mes grands-parents. Je connaissais leur visage, surtout leur usage, alors par ma grand-mère, leur usage en en tisane ou des choses comme ça. Cet usage un peu médicinal, à l'ancienne quoi, que les anciens avaient, sur pas mal de plantes sans forcément être expert, hein, sur le sujet, mais c'était une transmission qui se faisait, de génération en génération, donc j'ai eu un peu cet héritage-là et puis après les essences d'arbres, par exemple, c'est des choses que moi, toute petite, j'ai appris à identifier, à reconnaître. J'ai même pas le souvenir d'avoir appris. J'ai eu enfin, la plupart des arbres communs, je savais ce que c'était sans avoir, appris à les reconnaître. Donc ça, c'est une base qui était, c'était un sacré confort, et un sacré luxe pour moi d'avoir déjà cette base. Et puis au fur et à mesure, j'ai complété avec des plantes que je découvrais. Et donc ça m'a fait ce socle-là au niveau de la botanique. Et puis après, au niveau de la chimie de la teinture, là, je me suis formée. J'ai fait pas mal de stages, de formations, de temps d'observation chez d'autres praticiens en teinture. Ouais, sur une dizaine d'années, là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je pratique la teinture végétale de manière construite et dans un projet professionnel. Après, on apprend toujours et pour moi, c'est important chaque année de réussir à trouver un temps de formation, un temps pendant lequel je vais pas pratiquer pour produire, mais où je vais conserver un temps pour apprendre, développer des compétences, revenir sur certaines choses que je maîtrise pas forcément bien, découvrir d'autres choses. Voilà, c'est une démarche qui est toujours en cours et toujours active. Euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi, de se dire, ben, on évolue toujours, en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Eh bien ça, c'est un bon état d'esprit qui te permet de rester à la page, comme on dit, et de pouvoir nous proposer des teintures, des laines qui sont très jolies. Merci pour cette explication de ton parcours. Quelle est l'histoire derrière le nom Maison Septembre et que représente-t-il pour toi? Alors le nom Maison Septembre se décompose en deux choses. Il y a le côté maison qui est que moi, le projet que j'ai créé, il s'ancre dans un lieu, donc qui est à la fois mon lieu d'habitation, parce que j'y ai ma maison, et aussi mon lieu de travail, puisque j'ai deux bâtiments dédiés à mes ateliers, enfin un lieu vraiment pour accueillir les personnes qui viennent se former, et puis un autre petit qui est vraiment mon studio de teinture où je fais tout mon travail de teinture végétale. Donc le côté maison, c'est-à-dire tout a pris naissance grâce à un lieu qu'on a découvert. C'est une ancienne ferme du village où on vit. Et septembre, parce que c'est justement cette ancienne ferme, on l'a visitée un mois de septembre. Donc on l'a un peu découverte au mois de septembre. Et puis aussi parce que septembre, c'est souvent un mois qui est associé à des choses enfin, pas toujours très, très agréables. La rentrée scolaire, la fin de l'été, une nouvelle année scolaire qui commence, des choses comme ça. Et en réalité, on l'ignore souvent, enfin, on le devine pas, mais le mois de septembre et cet automne, cette saison d'automne, c'est vraiment une période qui est hyper importante en teinture végétale, puisque c'est la période de l'année où on va travailler avec principalement les racines. Et les racines sont des parties tinctoriales souvent extrêmement concentrées en molécules colorantes, donc qui permettent d'obtenir des couleurs très très franches. Et là, quand je parle de ça, je pense évidemment à la garance, qui permet d'obtenir tous les rouges, orangés, un peu saumon, voilà, qui sont des couleurs très, très, très emblématiques de la teinture végétale. Et en effet, ces racines, on les trouve à l'automne, en septembre, octobre. Donc c'est un mois qui est très, très intéressant en termes de teinture végétale. Voilà, il y avait ces deux aspects, le lieu et puis aussi l'incidence au niveau de la teinture, la période de l'année qui est une période hyper intéressante. C'est vrai que personnellement, quand je lis Maison Septembre, je vois une petite maison en pierre au milieu d'un jardin avec des feuilles mortes, des arbres, enfin toutes ces couleurs automnales et puis un petit feu de bois. Donc c'est un nom qui fait très chaleureux. Alors, tu te consacres, comme tu nous as dit, à la teinture végétale de laine naturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a attiré dans cette méthode et en quoi elle se distingue des techniques de teinture conventionnelles?
Alors en effet, pour Maison Septembre et la gamme de fil à tricoter que j'ai créée, sous ce nom-là, j'ai fait le choix, de 2 choses. À la fois travailler des laines naturelles, c'est-à-dire c'est des laines qui ne reçoivent pas de traitement chimique. Elles sont pas pré-blanchies, elles sont pas traitées superwash, elles sont pas, voilà, elles ont pas d'après chimique, sur leurs fibres, elles sont vraiment naturelles. C'est du mouton, il reste du suin un petit peu, mais voilà, c'est vraiment de la fibre super naturelle. Et en plus d'avoir une fibre naturelle, ce qui était important pour moi, c'était évidemment de l'associer à un protocole, enfin un processus plutôt naturel aussi en ce qui concerne la couleur. Donc j'ai fait le choix de la teinture végétale, alors parce que moi, c'était ce que je pratiquais et c'est ce qui me touche et c'est un univers coloré qui me convient et qui me plaît, esthétiquement, mais aussi, éthiquement, si on peut dire les choses comme ça. Disons que le processus d'usage, pardon, était vraiment, celui que je souhaitais. C'est-à-dire respecter la nature, respecter l'environnement, respecter, l'artisan en l'occurrence qui fait la couleur et puis, les gens, qui se servent des laines, avec un produit, super sain, voilà. Donc il y avait ce double aspect, à la fois, matière et couleur. Et ensuite là alors, parfois on dit un peu à tort que, certains font de la teinture naturelle et d'autres de la teinture chimique. Alors la teinture naturelle est chimique, c'est-à-dire qu'on se base sur des principes de chimie pour faire de la teinture naturelle, pour faire en sorte que les molécules des plantes aillent s'accrocher dans la fibre. C'est tout un jeu c'est une question de transfert d'ions positifs et d'ions négatifs. Peut-être que pour certaines et certains, ça rappellera des souvenirs de cours de physique je sais pas si c'est collège ou lycée. Mais en tout cas, voilà, il y a ces notions de chimie partout, que ce soit en teinture végétale ou en teinture chimique de synthèse. En fait, on parle de teinture chimique de synthèse pour la plupart des colorants, c'est-à-dire que c'est des colorants, des poudres colorantes qui sont créées à partir de la pétrochimie. C'est-à-dire que à partir du pétrole, on fabrique des couleurs. C'est pour ça qu'on parle donc de teinture chimique de synthèse, par opposition à la teinture chimique naturelle, dont la matière première provient de ressources naturelles, renouvelables et surtout non polluantes. C'est une teinture donc qui est pas polluante au moment de la fabrication du colorant, c'est-à-dire qu'on extrait le colorant de la plante. Alors évidemment, on utilise de l'eau, on utilise une source de chaleur pour faire tout ça, donc il y a quand même, hein, une dimension pas d'empreinte carbone, d'incidence, et cetera, mais qui est infinitésimale par rapport à la quantité, d'eau, de carburant nécessaire à acheminer les colorants chimiques de synthèse depuis leur lieu de production jusqu'à leur lieu d'usage. Enfin voilà, les bilans carbone sont incomparables. C'est sûr, le bilan carbone de la teinture naturelle est pas neutre, hein, pas du tout, mais il est beaucoup, 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 beaucoup plus bas que celui de la teinture chimique de synthèse. Et c'est un truc que les gens ignorent assez souvent, et pourtant c'est un élément qui n'est pas anodin, qui compte quand même beaucoup par rapport à ça. Donc voilà, moi, c'est un peu ce qui a guidé mon choix et c'est un petit peu, l'élément qui va distinguer les 2 types de teinture, sachant que la teinture chimique de synthèse est beaucoup plus facile à industrialiser parce que c'est une poudre qu'on dissout dans de l'eau, pour résumer, on dose et puis on a les couleurs qui sortent. Donc il y a un bain, on met une fois la laine ou le tissu dans un bain. Dans ce bain, on dissout une poudre et on fait chauffer et c'est terminé. La teinture végétale, c'est un peu c'est quasiment un univers différent. C'est quasiment incomparable parce que il faut d'abord, préparer la laine ou la fibre à fixer. En fait, on fixe la couleur avant la teinture. Donc on fait un premier bain avec un mot un peu barbare qu'on connaît souvent pas qui s'appelle le mordançage. Ça veut dire mordre en latin, en gros. Donc on va faire en sorte de revêtir la fibre d'une matière, végétale ou minérale pour qu'elle puisse capter les couleurs après. Toujours ces questions d'ions positifs et d'ions négatifs. Ça, c'est un premier bain. Ensuite, on fait une décoction avec nos plantes. On les fait chauffer dans de l'eau comme une tisane pour extraire la couleur. On filtre ce bain-là. Et on a enfin notre bain de teinture, donc qui est une eau colorée, dans laquelle on va plonger nos fibres. Donc là, vous voyez, quand je raconte ça, je ne sais pas si vous avez compté, on est déjà au troisième bain. Donc ça veut dire qu'en teinture naturelle, on a au moins 3 étapes. Ça va expliquer que, souvent au niveau des tarifs, on peut absolument pas s'aligner sur, des tarifs, de teinture chimique parce qu'on n'est pas dans le même protocole, on n'est pas dans les mêmes contraintes et donc voilà, c'est vraiment des univers différents et puis les gammes de couleurs sont différentes aussi. C'est vraiment une chimie différente. Mais ça reste de la chimie dans un cas comme dans l'autre, il faut pas,
Voilà, il faut pas imaginer que la teinture naturelle est, uniquement naturelle. Non, non, c'est aussi, évidemment une affaire de chimie. Voire même, il faut bien maîtriser certains principes de chimie de base, hein, mais il faut quand même bien les avoir en tête pour bien maîtriser ces couleurs. Et puis au-delà de ça, pour en faire des couleurs solides. Souvent en début de pratique, quand on est teinturier, enfin quand on fait de la teinture depuis, 2-3 ans, on patauge un peu quand même sur ces éléments de chimie. C'est-à-dire que quand il y a une couleur qui ne sort pas comme on veut, on a du mal à comprendre pourquoi. On crée des couleurs souvent moins résistantes et moins vives. Et ça, c'est vraiment des questions, c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps, parce que la pratique fait qu'on comprend mieux, nos erreurs et puis ce qu'on réussit. Et au fur et à mesure du temps, voilà, on peut être plus confiant dans ces produits. On sait qu'on produit des couleurs qui sont solides, qui sont fiables et qui sont, beaucoup plus vives. Alors, tu nous disais être installé en Maine-et-Loire, dans une ancienne ferme rénovée, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et du coup, j'imagine que cet environnement doit influencer ton travail et ta créativité, peut-être avec le changement de saison, avec les couleurs que tu peux voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc en effet, mon atelier se situe, dans mon enfin, au même endroit que mon lieu de vie et en Maine-et-Loire. Et le Maine-et-Loire, c'est une bon alors je ne savais pas trop avant d'arriver dans ce coin-là, je connaissais pas la région, mais j'ai découvert que c'était une région qui était assez réputée pour le maraîchage, pour la culture de la mâche, des asperges, il y a de la vigne aussi, il y a beaucoup de vignes. Donc voilà, c'est vraiment un sol qui enfin, c'est vraiment une terre qui est à la fois tempérée, chaude l'été. La proximité du fleuve fait qu'il y a quand même des variations de climat, relatives, hein, mais quand même présentes. Donc c'est hyper favorable aux plantes et c'est aussi ce qui permet d'avoir une nature, hyper luxuriante. C'est permis par donc à la fois ce climat, et aussi, la proximité du fleuve qui fait qu'on a beaucoup de zones très protégées dans lesquelles, les cueillettes, les balades sont interdites parfois. Voilà, c'est vraiment extrêmement réglementé. Donc évidemment, dans les zones sous arrêté de biotope, il ne s'agit pas de faire de la cueillette, mais par contre, ça va fournir une biodiversité qui va être favorable enfin, à l'environnement proche autour. Donc les prés alentours, eux, seront aussi, beaucoup plus riches, en biodiversité. Donc ça, c'est très intéressant et cette, nature luxuriante m'a évidemment influencée dans mon travail et je pense qu'avant d'arriver là, je faisais beaucoup plus de teinture avec des plantes sèches, qui viennent parfois d'assez loin comme, je peux citer le bois de campeche qui donne des violets magnifiques, mais qui vient du Mexique en général. La cochenille, c'est un petit insecte qui donne toutes les teintes de rose fuchsia et qui vient, souvent du Mexique, mais maintenant moi mon fournisseur, je continue à utiliser, c'est plutôt des îles Canaries. Voilà, il y a des matières tinctoriales un peu lointaines que j'avais tendance à utiliser parce que finalement, je faisais pas forcément le lien entre ma matière tinctoriale et mon environnement lorsque je vivais en ville. Et en arrivant ici à la campagne, ça m'a beaucoup plus sauté aux yeux. Et aussi la saisonnalité, le fait de se dire, bah, à certaines saisons, en effet, il y a des couleurs qu'on va pas faire parce qu'on n'a pas les plantes fraîches et parce que c'est comme ça. Et parce qu'il faut de la patience et parce que certaines couleurs, vous les retrouverez au printemps ou à l'été. Et oui, il faut attendre, mais en même temps, on est tellement heureux de ressortir ces couleurs une fois la bonne saison venue que ça fait partie de la magie de la teinture, naturelle aussi, de se dire: «C'est un truc un peu précieux, il faut le mériter, il faut attendre que la nature nous l'offre» et moi ça m'a pas mal séduite ce temps un peu long, ce truc de se dire, bah, on est aussi dans une démarche artisanale, donc c'est pas la machine qui fait, c'est l'homme, les mains de l'homme et puis la nature à mesure qu'elle fait, croître les espèces et voilà. Donc ça m'a plu d'être alignée avec le rythme des saisons. Hem, donc ça implique évidemment qu'au printemps et à l'été, c'est des périodes de grosses récoltes, cueillettes, de teinture aussi. Et puis en revanche, à partir de la moitié de l'automne, fin de l'automne ju et puis tout l'hiver, c'est des périodes beaucoup plus calmes en termes de teinture. Donc je suis moins à l'atelier, mais voilà, je vais tester des recettes, faire d'autres choses, en profiter pour travailler sur d'autres aspects, mais un peu plus un repli sur soi. Une sorte d'hibernation, si on peut comparer les choses, avec le rythme des animaux. Mais, voilà, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé par être vraiment attirée par ça et puis ensuite est venu le souhait de d'aller encore plus loin dans cette démarche, c'est-à-dire d'essayer de faire des couleurs le plus possible avec des plantes locales. Donc là, j'ai vraiment fait un travail de recherche documentaire. J'ai beaucoup travaillé sur des ouvrages anciens, je suis allée, dans les bibliothèques spécialisées, notamment à Paris. Il y a des super bibliothèques avec des ressources géniales. Le site de la BNF aussi donne accès à beaucoup de choses en ligne. Et là, je me suis vraiment documentée et formée sur les plantes tinctoriales anciennes qu'on avait un peu, voire beaucoup oubliées dans leur fonction tinctoriale. Et je me suis un peu amusée à les remettre au goût du jour. Et ça, c'est vraiment l'objet du premier livre que j'ai écrit
chez Erol en 2022, si je dis pas de bêtises, sur les plantes tinctoriales vraiment locales et se dire, bah, en fait, autour de nous, parfois, il suffit, d'ouvrir un peu les yeux pendant nos promenades et on se rend compte qu'on a énormément de trésors sous les yeux, qu'on a plein de ressources à portée de main, des ressources qu'on ignore, voire, des ressources qu'on considère comme des mauvaises herbes et qu'on chasse du jardin, comme l'ortie, la ronce, enfin, voilà, toutes ces plantes en teinture, elles sont hyper intéressantes et elles sont, on peut les valoriser, vraiment très, très bien. Donc, en effet, ouais, il y a vraiment une influence entre, le lieu de vie, l'environnement et puis la pratique de la teinture en elle-même. Très bien, je repense à ce que tu disais par rapport aux saisons et aux couleurs qui correspondent aux saisons. C'est un petit peu pareil avec les fruits quand je vois que, en plein mois de décembre, on peut trouver des fraises à vendre. On se dit que c'est pas du tout comme ça que c'est censé fonctionner. Le fait de respecter cette sorte de calendrier, de la nature, en fait, c'est très important et je trouve ça justement très intéressant, même au niveau créatif, de rester dans des créations qui correspondent à la couleur, de la saison dans laquelle on se trouve. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement. Merci une fois de plus pour toutes ces explications. Alors, tu proposes des stages de teinture végétale dans ton atelier. Quelles expériences souhaites-tu offrir aux participants et quel est l'objectif de ces ateliers? Alors en effet, au bout de plusieurs années de pratique, j'ai eu le souhait de proposer des stages et des formations en teinture. Ça c'est pareil, c'est une dynamique qui est apparue progressivement parce qu'au début je me serais jamais imaginée, capable de transmettre. Enfin, j'étais plus dans une dynamique de me former moi-même avant tout. Donc pendant 5-6 ans, ça a été ça, qui m'a occupée, de me former moi-même et puis après, j'ai eu des demandes, enfin et puis moi je me suis sentie un peu plus confiante, dans ma pratique de la teinture, parce que je m'étais formée en fait, ouais, pendant pas mal d'années et j'ai mis en place ces stages et ces formations et puis aussi avant dans ma pratique professionnelle quand j'étais salariée, je formais des adultes. Je formais des adultes à une problématique complètement différente, hem, qui n'a rien à voir, mais le sujet n'a rien à voir, mais la forme de du contexte de formation d'adultes est quand même commun et j'avais eu la chance d'être formée, moi, à la formation pour adultes. Donc je pense que le fait de faire des stages et des formations, oui, il faut connaître son sujet, donc le la discipline, mais je pense que le fait d'être en capacité d'avoir une approche pédagogique est en fait aussi importante que la connaissance de sa discipline et je pense que c'est pour ça que les stages que je fais marchent aussi bien et que moi j'ai autant de plaisir à les faire et que mes stagiaires, viennent et reviennent souvent plusieurs fois, en formation. Et le fait de transmettre et de sortir aussi de la solitude de l'atelier, ça a été un truc, pour moi assez important. Et puis aussi de se dire que la teinture végétale a failli, disparaître parce qu'il y a eu beaucoup de secrets d'atelier. Aujourd'hui encore, hein, quand on s'adresse à certains teinturiers ou teinturières, on a du mal à obtenir des infos ou à avoir un échange vraiment ouvert et et réciproque, sur des points techniques. Pas avec tous, c'est pas avec toutes. Il y a la jeune génération, je pense qu'on est vachement plus, on a compris l'importance de cet échange et de cette transmission. Avec d'autres, c'est un peu moins simple. Mais bref, il y a eu un moi j'ai vu, ce risque quand j'ai commencé la teinture végétale il y a plus de 10 ans, il y avait peu d'ouvrages encore. Enfin, on était vraiment c'était pauvre. Il y avait encore un contenu à redécouvrir et hem et ça m'a intéressée de me dire: «Maintenant, le collectif est toujours positif, on il y a pas de risque qu'on nous pique nos idées, nos trucs». Moi, je suis assez, sereine par rapport à ça, et puis voilà, je pense que l'important, c'était vraiment de transmettre pour que ça essaime, progressivement et que la teinture végétale fasse refasse sa place finalement dans la société actuelle et hem et donc voilà, ça, c'était vraiment à l'origine de mon souhait de transmettre aussi. Et puis quand on transmet, les personnes à qui on transmet en font quelque chose à leur sauce, c'est toujours différent. On va pas, refaire exactement la même chose que ce que je fais, enfin, il y a toujours un univers qui s'approprie une connaissance, c'est jamais, du copier-coller. Ou quand c'est le cas, moi ça m'est rarement arrivé, mais quand c'est le cas, bah, voilà, c'est toujours dommage, mais c'est anecdotique. Donc voilà et puis après pendant les stages et bah, moi j'essaie toujours de constituer des groupes homogènes. Je fais toujours un petit message avant le début du stage pour, que chacun puisse préciser ses attentes, son niveau de connaissance actuel, ce qu'il souhaite développer et cetera, pour affiner mon programme et puis ensuite, bah, c'est parti pour, 1 semaine, 3 jours, 4 jours, 2 jours de stage en groupe et la dynamique du groupe joue. Déjà, le groupe en lui-même met en place une dynamique et moi je suis un peu c'est un peu indépendant de moi. Chaque groupe a sa dynamique et puis moi, mon rôle, ça va être,
d'aider chacun à trouver sa place, à acquérir les connaissances qu'il ou elle souhaite et voilà et puis, globalement, c'est une découverte globale de la teinture, naturelle et puis j'adapte un petit peu. Là, je vais revoir mes formats de stage, à partir de l'an prochain pour pouvoir, c'est pas encore formalisé, je t'en parle, mais il faut que je formalise vraiment. Vraiment refaire des formats de stage spécifiques sur la laine, voilà. C'est aussi lié au fait que mon deuxième livre, porte vraiment sur la teinture végétale de la laine, et moi je trouvais ça intéressant de transmettre un peu plus précisément sur la laine. Mais, voilà, après mes formats de stage, j'ai des stages vraiment de découverte, d'initiation de la pratique, sur 2 jours, voilà et puis des formats un peu plus longs sur une semaine où on va faire le tour de pas mal de techniques différentes et rendre les gens, autonomes sur leur pratique de la teinture végétale. Donc c'est toujours, j'essaie vraiment d'adapter à chaque fois au plus près du souhait des gens et puis rendre l'expérience sympa, dans le sens où c'est, à la campagne, en général avec un peu de chance, il fait beau. Le rythme est soutenu, c'est-à-dire qu'on bosse vraiment, enfin on c'est sérieux, mais par contre, il y a toujours un temps le soir où les gens peuvent, aller visiter les villages alentours. Voilà, c'est des villages enfin c'est très joli, hein, c'est bord de Loire, donc c'est vraiment, c'est pierre blanche, enfin voilà, c'est vraiment allier, un temps aussi de déconnexion. Souvent on lâche avec la charge mentale de la maison, on passe quelques jours au vert et ça fait du bien, parce qu'on découvre la teinture, mais pas que, hein. Moi je le vois bien, il y a aussi ce cercle vertueux de on lâche un peu avec les contingences du quotidien et en fait on se repose, on reprend un souffle d'air frais, Moi, c'est ce que j'essaie d'offrir aussi. Je trouve que c'est important. Je reçois beaucoup de femmes en stage, des hommes aussi, mais quand même beaucoup de femmes et je trouve que voilà, les femmes ont fait beaucoup de choses et ça fait du bien, de relâcher un peu et moi, je prends vachement de plaisir à voir les personnes, voilà, se au fur et à mesure des jours de stage, je sens qu'il y a une relâche, il y a un temps pour soi qui s'installe et qui s'instaure et c'est ouais, ça me réconforte de voir, les gens s'autoriser, à prendre ce temps pour eux et pour elles. Voilà. Ah bah, c'est là tout l'intérêt de venir en stage, je pense. Il y a aussi ce côté humain qui fait qu'on relâche, qu'on apprend, qu'on échange, et c'est ce qu'il y a de plus riche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à croire que ça se perd avec les réseaux, avec cette vie où on est un peu tourné vers soi et vers son téléphone ou son ordinateur, alors qu'en réalité, on est tous à la recherche de ce contact et de ce lien, et c'est ce qui est très intéressant. En plus de la teinture, tu partages ton savoir-faire à travers les publications, des vidéos sur Internet. Du coup, ça a l'air d'être quelque chose de très important pour toi, cette transmission des techniques artisanales. Quelle importance y accordes-tu? Alors en effet, c'est ce que je disais sur la notion de transmission, qui moi est une notion qui a toujours été importante pour moi parce que alors pourquoi? J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Si, parce que je pense que ça remonte au temps de mes enfin quand je faisais mes études, j'ai été tellement reconnaissante, d'avoir bénéficié de certains cours de fac dont je me souviens qui étaient extraordinaires, de voir ces gens qui partageaient leur savoir et tout. Je trouvais ça assez merveilleux et puis, ouais, une prise de conscience aussi assez rapide du fait que la transmission, que le collectif, que le fait de partager, c'était en fait pas générateur de choses négatives ou on te pique ton truc, ton machin. Non, je pense que c'est des dynamiques qui sont toujours positives, le collectif et que ça crée toujours des choses, c'est toujours fédérateur et créateur de liens, d'occasions, d'opportunités. Donc ça, c'était important et puis après spécifiquement lié à la teinture, c'est aussi un petit peu ce que je te disais, un peu plus tôt, c'est que la teinture, mais peut-être comme d'autres secteurs d'artisanat, je sais pas, mais a vraiment failli, disparaître ou au moins s'appauvrir énormément, à cause des secrets d'atelier. Et ça, c'est terrible, cette transmission orale qui, à un moment donné, s'est arrêtée, fait que, la richesse de nos connaissances aujourd'hui est bien plus faible que celle que les maîtres teinturiers avaient au Moyen Âge, voilà. Donc c'est c'est voilà, il faut absolument préserver ça maintenant, le pas le sanctuariser, mais au moins le transmettre, voilà et chacun en fait, des choses, en fonction de son propre univers et voilà, donc c'est vraiment essentiel cette transmission, de faire avec, d'être dans le collectif et puis moi, quand je fais des stages ou des formations, souvent les personnes me disent: «Mais tu dois être crevée le soir, tu parles toute la journée», et beh, oui, mais sauf que moi, je donne beaucoup d'énergie, de contenu, mais je reçois énormément. Chaque personne qui vient en stage apporte aussi, son univers, parfois déjà ses connaissances sur la teinture ou sur un autre univers, mais qui va être, intéressant. Bah, c'est toujours un
double mouvement, hein, la transmission. C'est jamais que moi qui donne, je reçois beaucoup, même en termes d'énergie, en termes de reconnaissance, de gratitude, donc ça me nourrit beaucoup aussi. Je pense qu'il faut avoir en tête le fait que moi je suis aussi hyper, reconnaissante de faire ça et je suis très, très contente. C'est essentiel à ma pratique, ça c'est sûr. C'est vrai que tu soulèves là quelque chose de très important qui est cette transmission que l'on perd pour garder ces petits secrets de fabrication, pour éviter que la concurrence nous pique nos idées. C'est vrai que c'est quelque chose, même en tant que créatrice, j'y ai réfléchi à deux fois avant de commencer à faire des tutos et à les poster sur Internet parce que je me suis dit, du coup, tout le monde le fera, tout le monde pourra le faire. J'ouvre une porte à une sorte de copie. Ce sera plus unique ce que je fais. Et en faisant ça, on passe à côté de quelque chose. On oublie qu'il faut transmettre parce que c'est grâce à ça aussi qu'on est aujourd'hui où on en est en tant qu'humain. C'est parce qu'on transmet des savoir-faire, des savoir-vivre aux humains qui arrivent après nous et c'est très très important. Donc c'est vrai que ce que tu dis me parle énormément. Alors est-ce qu'il y a une création ou un projet dont tu es particulièrement fière? Alors, en termes de fierté, c'est pas évident de répondre à ces questions. Hem, En tant qu'objet, je pense que, ouais, les bouquins, c'est des choses qui ont vachement compté pour moi. Parce que c'est un énorme travail, en fait, d'écrire un livre. Il faut vraiment, se documenter, écrire un contenu, le revoir. Enfin, c'est un travail énorme, énorme. Clairement, c'est pas un travail qu'on fait pour l'argent parce que c'est pas très rémunérateur, mais c'est moi, je l'ai vraiment vu comme quelque chose qui me permettait c'était un luxe qui m'était offert de mettre en mots un peu la pratique ou les choses que j'avais pu, les connaissances que j'avais pu acquérir ou redécouvrir au fil des années et j'ai plus vu ça comme une super opportunité, presque plus pour moi, au début et puis maintenant que les livres vivent leur vie auprès des lecteurs, c'est génial. Mais, au début, c'était vraiment je me suis dit: «Quelle chance j'ai de pouvoir, consacrer, ces mois à l'écriture d'un livre». Donc ça, j'en suis assez fière et puis après, si vraiment on doit faire un bah, peut-être tout simplement le fait que Maison Septembre, ait un peu plus de 5 ans maintenant. Enfin, que ça fasse un peu plus de 5 ans que j'ai créé Maison Septembre et que voilà, ça y est, enfin je dirais pas que c'est pérenne parce que ça reste une toute petite entreprise artisanale, donc c'est jamais, rien n'est jamais acquis. Mais en tout cas, moi, de pouvoir m'épanouir dans cette pratique depuis 5 ans, je trouve ça génial. Je suis super contente et ouais, je trouve que c'est à la fois une grande chance, enfin, je sais que j'ai énormément de chance de faire un métier qui me plaît à ce point-là et puis c'est pas facile, ça demande quand même énormément de travail, de se remettre en question, de toujours, aller, de l'avant, chercher des choses. Donc ouais, peut-être ces 2 choses-là, les bouquins et puis la durée de vie de Maison Septembre. Ah bah, c'est quelque chose qui est facile à comprendre ça, hein, de se dire que bon, les livres, d'une part, je pense que c'est en effet énormément de travail, mais ça permet également d'organiser peut-être tes pensées, j'ai envie de dire, d'organiser tous tes savoirs dans un ouvrage. Et ça, c'est très intéressant. Et puis le fait d'avoir, oui, d'avoir monté ton entreprise, que ça fonctionne depuis plusieurs années, ça peut donner confiance pour l'avenir. On peut se dire, ouais, j'ai réussi et je me fais plaisir tous les jours. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Alors, pour conclure, quels sont tes projets à venir? J'ai pas de méga exclu, je pense que la chose sur laquelle je vais travailler quand même en effet là, dans les semaines qui viennent, ça va être la refonte des formats de stage parce qu'il y a énormément de stages de teinture qui se sont développés là depuis quelques années. Mais je dirais que c'est quand même beaucoup des formats un peu découvertes, ateliers en quelques heures ou une après-midi. Je pense que c'est voilà, pour vraiment découvrir la teint c'est plus de l'initiation, loisir, mais moi j'avais envie de reprendre mes formats pour proposer, des choses vraiment autour de la laine, enfin des choses plus ciblées et j'aimerais beaucoup aussi inviter, d'autres, praticiens en teinture à venir faire des stages, chez Maison Septembre. Donc voilà, c'est des choses à organiser, mais en tout cas, revoir un peu les formats de stage, ça j'aimerais beaucoup le faire pour me renouveler moi aussi parce qu'au bout de quelques années à proposer des stages qui se ressemblent, même si les gens qui participent au stage sont, participent toujours à créer de la nouveauté, bah, l'air de rien, moi aussi j'ai envie de me renouveler, d'actualiser les formats, de répondre aux demandes. J'ai énormément de personnes venues en stage qui souhaitent revenir sur des formats un peu plus avancés, donc voilà, c'est un peu mettre tout ça en place et là je vais le faire dans les semaines qui viennent et non, en termes d'exclusivité, ben non, puis je vais avoir une année 2025 un petit peu plus courte puisque je vais avoir mon troisième enfant, au tout début du printemps, donc je vais arrêter de travailler en février pour revenir en août. Donc j'aurai une belle pause dans cette année-là, donc ça va être une année un peu découpée. Hem, mais voilà, ce congé maternité, c'est aussi l'occasion de faire des bilans, de prendre du recul et puis de revenir avec,
encore plus d'idées et de souhaits. Ah ben là, tu es déjà sur un très beau projet. En effet, un enfant, c'est un beau projet qui prend beaucoup de temps, mais c'est bien de vouloir se réinventer et de pas rester toujours dans une sorte d'habitude qui finalement ben, ne nous fait pas évoluer, ne nous fait pas grandir et c'est souvent bien dommage. On s'en rend compte un peu trop tard. Donc là, c'est une bonne chose de prendre un peu de recul et de pouvoir améliorer tes stages en l'occurrence. Merci beaucoup pour ta participation et pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à ajouter? Mais pour finir, j'ai pas forcément de mot de la fin, c'est pareil, c'est des formules un peu difficiles à trouver. Non, c'est plus un aveu un peu honteux de ma part qui est que j'ai essayé, de nombreuses fois de faire du crochet et que je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas crocheter. Je sais pas crocheter, c'est une énorme frustration parce qu'il y a des trucs canons en crochet que je vois passer et je me dis et en plus j'ai pas mal de personnes, dans les personnes qui achètent des laines, qui en achètent pour faire du crochet et qui me disent que crocheter avec de la laine, c'est chouette, enfin ça permet de faire des choses, un peu différentes qu'avec du coton. Certaines me ramènent ce qu'elles ont fait après et je vois que c'est canon et moi je sais pas crocheter et j'ai les bouquins, j'ai essayé avec les vidéos, mais je pense qu'il faudrait que je trouve un humain ou une humaine pour me briefer un peu là-dessus et non, mais ça, c'est vraiment au programme de mon congé maternité avant la naissance du bébé ou même après. Enfin, j'aimerais vraiment, 2025 acquérir cette compétence. Donc c'est plus un aveu un peu honteux, hem et en même temps, c'est chouette d'avoir toujours des choses à apprendre dans la vie, hein. Je trouve que c'est ce qui est très agréable. Mais en tout cas, merci pour votre écoute et j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur la teinture végétale. Moi, j'ai été, hyper contente de partager tout ça avec vous et je vous remercie. Merci Aurélie et puis au revoir. Bon alors, je lance un appel à tous les humains de Maine-et-Loire qui savent crocheter. Il faut vraiment faire quelque chose. Comment peux-tu être à longueur de journée avec de la laine entre les mains et ne pas avoir un crochet à dégainer pour te faire plaisir? Ça me semble impensable d'être au milieu des pelotes et de ne pas avoir de crochet sous la main. C'est impossible. Comme on dit, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Alors merci à toi de teindre des pelotes pour nous, mais je pense que teindre des pelotes pour toi, ça peut être aussi très sympa et très fun. En tout cas, merci encore pour ta participation et à bientôt. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode. Un grand merci à vous, comme d'habitude, pour votre écoute. Pensez bien au pouce en l'air et pensez bien aux commentaires si vous souhaitez participer au concours pour gagner cet étui accroché. Un commentaire, ça ne vous coûte rien et vous pouvez rapporter gros avec ce joli cadeau qui vous est fait. Avant de vous quitter, à chaque fois, je reçois des messages de vous à chaque épisode, des messages vraiment adorables qui m'encouragent énormément à continuer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit coucou au dernier message que j'ai reçu, qui est celui de Val Vali sur Instagram et qui me remercie pour ce podcast. Eh bien, merci Val Vali de m'écouter et de m'écouter quand vous faites votre travail toute seule à l'école. Je suis ravie de vous tenir compagnie. Vous voyez, là, je vous tiens encore plus compagnie puisque je vous fais un petit message perso. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Une bonne semaine à vous et à dimanche prochain.